d'abord peut-être rappeler que nous, on croit au dispositif Azalée. D'ailleurs, c'est qu'on a considérablement augmenté nos financements. C'est-à-dire que quoi? Parce que vous n'avez pas eu le budget suffisant pour, par rapport aux besoins? Ben, disons qu'il y a eu plusieurs choses. Donc, je vous parlais tout à l'heure du comité de surveillance 2021. En 2021, l'association disposait de 8 millions de fonds propres. 8 millions de fonds propres, c'est le minimum, ça représentait 2 mois de fonctionnement de l'association et c'est un minimum pour faire face aux aléas. Et dans toute entreprise qui se respecte, il faut toujours un fonds de roulement. Il y a eu un problème de sous-financement chronique de l'association, enfin des équivalents temps plein. Là où en fait chaque équivalent temps plein, le coût d'un équivalent temps plein est chiffré à 74 000 euros, la caisse d'assurance maladie nous donnait 67 500 euros. Donc, ce qui fait un delta d'insuffisance de financement. Il y a eu aussi en 2023 une année blanche sans convention où 200 ETP n'ont pas été financés. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et il y a le Ségur, hein, en 2024, janvier 2024, les associations, les oubliés, donc Madame Vautrin a demandé à toutes les structures donc, qui œuvraient dans le médico-social, les oubliés du Ségur, de payer le Ségur à leurs salariés, donc avec un effet de rétroactivité en janvier 2024, sans que ce qui représente pour une association globalement 10% d'augmentation des frais de salaire et charges, et donc sans que les subventions, qu'il y ait une augmentation et un financement de ce Ségur qui, je le rappelle, auquel les départements devaient participer à 50%. Donc, quand vous voyez une difficultés avec l'URSSAF vont survenir lorsque, en 2021, vous savez que Azalée a été privé de ses fonds propres, hein. Et donc, privé de fonds propres, Azalée doit avancer les charges de l'URSSAF, payées le 5 du mois, hein, alors que la subvention de la CNAM du mois précédent arrive le 10 ou le 15 du mois, hein. Donc, comme on va augmenter le nombre de TP, hein, et le sous-financement, lui, va continuer, hein, eh bien, il y a un trou. 67 450, c'est ce qu'on nous donne pour un ETP qui aurait été à 74 000. Ça fait 6 550 chaque année par ETP. Voilà, hein. Un échéancier, hein. Cet échéancier prend les dettes mensuellement. Et ma foi, nous, ça nous convenait bien, hein, début 2024. Mais après la dissolution de juin 2024, et malgré la promesse des 6,7 millions de M. Valtou, qui devait compenser les pertes de 2023 et qu'on mettra de très nombreux mois à obtenir, hein, les retards de paiement à l'URSSAF vont devenir systématiques, c'est bien obligé, puisqu'on n'a pas les fonds. Et la CNAM et la CPAM, qui sont informés de tout ça, refusent de faire l'acompte en fin de mois, hein. Donc, ils nous paient. Rarement vu un rapport mettant en cause, de façon aussi claire et nette, les conditions de gestion de l'association. Si pour les 104 millions, ça se répartit par par quel type de coût? Ça sert à payer quoi? Alors, sur les 104 millions, donc 85% sont représentés par les salaires et les charges des infirmières, des salariés. Et ensuite, 10% représentent les indemnités de concertation qui sont payées aux médecins pour le temps qu'ils passent en concertation avec les infirmières. Et ensuite, 5% et moins de 5% correspond à tout ce qui est support, gestion de l'association. L'association gère l'argent public de manière conforme aux règles des marchés publics, à la prévention des conflits d'intérêts. L'IGAS dit très clairement dans un rapport, honnêtement, hein, très détaillé, que ça n'est pas le cas. Qu'il y a un mélange des genres entre des prestataires et la gouvernance. Qu'il y a
organisation je dirais, s'articule autour des consultations que nous avons avec les patients, autour des temps de concertation que les médecins généralistes et les infirmières ont ensemble. Et puis, il y a ensuite les réunions de secteur, où les groupes transverses par thématique, d'où peuvent aussi se développer de la formation et de l'analyse de pratiques. Et puis, il y a aussi un centre de recherche-développement au sein de la structure. Et enfin, les structures du conseil d'administration et du comité social et économique, du CSE, qui forment tous ensemble la question de la gouvernance. Et pour nous aider donc dans cette organisation, l'association depuis des débuts a contractualisé avec des prestataires autour pour l'aider au niveau de la paie, de la comptabilité, mais aussi autour donc mettre en place le support informatique et tout le support d'ingénierie qui va avec et qui permet que toute cette organisation fonctionne. Moi, je suis en tant que soignant et en tant que présidente et en tant que professionnelle, je suis dans la gouvernance de tous ces différents groupes, donc temps de concertation et en tant que médecin, réunion de secteur donc pour les infirmières et les médecins, et dans les groupes transverses en fonction des thématiques choisies. Donc, je ne vois pas où est le conflit d'intérêts. Il faut vous mettre en conformité. C'est la condition pour que l'assurance maladie continue à vous soutenir. Depuis donc ça, c'est M. Fatome qui le dit, et je dis que M. Fatome ment, puisque nous avons respecté l'ensemble des recommandations sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord lors de l'avenant 2 et sur l'avenant 3. D'ailleurs, pour preuve, c'est que le paiement de novembre 2025 était conditionné au respect de l'application des recommandations qui avaient été négociées dans l'avenant 2. Le mois de novembre 2025 a été réglé. Les conditions pour régler le mois de décembre étaient exactement les mêmes. Donc, pourquoi le mois de novembre a-t-il été réglé et pas le mois de décembre? Après, la gouvernance, la CNAM en fait partie. Non, pas de la gouvernance. Il y a une association qui gère cet argent. Il y a un conseil de surveillance. Voilà, le conseil de surveillance. Non, c'est autre chose. C'est l'association. Honnêtement, lisez le rapport dans le détail. Il peut y avoir des critiques sur la façon dont nous, on a pu gérer. On prend notre part de critique. Nous, on a fait le job de se mettre en conformité. C'est ce qu'on avait à faire. En face, Monsieur Thomas Fatome fait partie de la gouvernance, a fait partie de la gouvernance entre janvier 2021 et décembre 2025, puisqu'il a été imposé à l'association en janvier 2021 de mettre dans ses statuts un comité de surveillance qui associait donc la Caisse primaire d'assurance maladie du 79 des Deux-Sèvres, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, dont le directeur général est M. Fatome, et la DSS, la direction de la sécurité sociale, ainsi que Azalée. Chacune des parties ayant 2 voix, la CNAM et CPAM 79 étaient majoritaires dans ce. À l'occasion donc de cette proposition de la part de la CNAM de construire un comité de surveillance et non point un conseil de surveillance. Le comité de surveillance avait pour fonction et obligation d'adopter le rapport financier qui lui était présenté annuellement sur la situation financière de l'association, voter le budget annuel de l'association, approuver les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés par l'association avec des pièces justificatives à l'appui et approuver le plan de développement des nouveaux ETP sur le territoire. À savoir que ce comité de surveillance qui a été imposé à Azalée était composé de 2 représentants de la direction de la sécurité sociale, 2 représentants de la CNAM et 2 représentants de la CP, 2 représentants de l'association Azalée. Autant dire que les tutelles étaient représentées à 6 voix et 2 voix pour ce qui était à l'association. L'association, finalement, n'avait plus tellement la gouvernance, quoi. Elle était devenue transparente. C'est ça, en fait, que ça signifie. Oui, effectivement, les différents rapports qui sont arrivés par la suite nous ont montré que c'était ce comité de surveillance qui était responsable de la gestion de l'association. Il y avait
une gestion de fait, une ingérence de la part des tutelles pour ce qui était de l'autonomie de l'association. L'association était autonome jusqu'avant cette imposition de conseil de surveillance. Et dès lors qu'il a été imposé à l'association, c'est ce comité de surveillance qui a pris les rênes pour ce qui était de la gestion effective de l'association. D'ailleurs, oui, c'est spécifié dans un rapport que je vois apparaître là de Kofi, hein, donc un expert comptable du CSE, donc qui met en place, enfin, qui spécifie bien que la mise en place de ce comité, elle crée une incohérence juridique et que en fait, ça va avoir quand même un impact sur la question de l'approbation des comptes. D'ailleurs, fait qui a été reproché à l'association de la non-publication des comptes par Madame la ministre Vautrin et Monsieur Nauder le 4 juillet 2025. Il a joué son rôle finalement. Est-ce qu'il s'est réuni? Comment ça s'est passé? Parce que bon, toi, tu étais vice-président. Moi, j'étais membre du conseil d'administration, mais c'est vrai que je ne me souviens plus qu'il y avait eu vraiment de réunion de comité de surveillance parce qu'il avait l'obligation de se réunir une fois par an, minimum, je suppose, pour remplir ses missions. Tout à fait. Alors, il faut aussi préciser que ce comité de surveillance a été créé, imposé à l'association, et qu'il a été imposé aussi, ce qui est tout à fait normal, je pense, sur le plan juridique, Grégoire pourra développer le truc, que dans les statuts de l'association, l'article 13 donc, a été construit pour valider et faire valider auprès de notre association par une assemblée générale extraordinaire les nouveaux statuts de l'association dans lesquels étaient bien notifiés cette création de ce comité de surveillance. Et si on ne le faisait pas, finalement, pourquoi on l'a fait? Si on ne le faisait pas, qu'est-ce qui se passait? Alors, on n'a pas eu le choix parce que de ce que je me souviens et ce dont je suis certain, c'est que effectivement, il y avait un risque de fin de financement de l'association de la part de la CNAM, ce qui est plutôt préjudiciable pour l'association, bien sûr. On n'a pas eu d'autre choix que de valider et d'accepter ce comité de surveillance à l'époque. Donc, c'était comité de surveillance et on continue l'activité, ou pas de comité de surveillance et on arrête l'activité d'Azalée, si je comprends bien. Oui, tout à fait, c'est ça, oui, Margot. D'accord. T'as pas vraiment répondu à ma question parce que je t'ai dit, est-ce que ce comité de surveillance s'est réuni Alors, pendant ces années? le comité de surveillance ne s'est pas réuni. Les comités, toutes les réunions qu'on a eues, qui ont été organisées après la création de ce comité et l'imposition de ce comité de surveillance, ont été appelés des comités des comités de pilotage et non point de surveillance. Je pense que rapidement, les tutelles se sont rendues compte de faits d'ingérence de la part enfin, de ces mêmes tutelles dans la gouvernance de notre association. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, si le comité de surveillance se réunissait, finalement, voilà, comme c'était pas tout à fait légal, en se réunissant, Il ça créait validait un problème, quoi. l'ingérence, oui, tout à fait. Voilà, ça créait un vrai problème. Mm. Et en même temps, comme ils ne se réunissaient pas, il ne pouvait pas y avoir d'approbation des comptes, il ne pouvait pas y avoir de trajectoire des ETP, il ne pouvait pas y avoir de gestion de l'association. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, n'est-ce Tout pas? à fait. Et d'approbation aussi de nos comptes annuels. Et que notre comptabilité, nos comptes devaient être validés annuellement et approuvés par ce comité de surveillance, ce qui n'a jamais été fait puisqu'il ne s'est jamais réuni et qu'en aucun cas, au niveau des ordres du jour, n'a été proposé de validation de ces comptes. Oui, c'est pas faute. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure sur une des présentations de documents. C'est pas faute d'avoir demandé la convocation de ce comité de surveillance de la part de l'association qui a rempli sa mission en disant il faut qu'il y ait un comité de surveillance puisque nous, on veut approuver nos comptes, nous, on veut avoir une trajectoire, hein. Donc, il y a eu. Voilà, il faut absolument que cette gouvernance change. Et comme M. Fatoum dit, il faut changer la gouvernance d'Azalée. Effectivement, on voit bien que monsieur Fatoum veut changer la gouvernance de l'association. Moi, je lui réponds, Monsieur Fatoum, nous sommes une association, nous avons récupéré notre gouvernance, vous n'avez pas le droit, hein, c'est une faute légale et une faute morale de vouloir changer la gouvernance d'une association. Voilà, donc Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant s'il avait la gouvernance quand ils avaient le comité de surveillance?